Mesdames et messieurs, nous sommes le samedi 10 décembre 2022. Bonsoir à vous et bienvenue dans ce journal. Dans les informations de ce jour, page politique pour commencer. Il est inacceptable que l'homme mette en péril la vie de la nation pour les intérêts personnels, selon les membres du Sénat à travers une déclaration faite hier au Palais de Verre d'Anouskeli. Cette tentative de déstabilisation politique à travers une motion de censure au sein de l'Assemblée nationale n'a pour objectif que de bloquer le développement du pays qui est déjà en cours actuellement selon cette déclaration. Selon les sénateurs, la population n'a besoin que de la sérénité et de la paix actuellement pour faire face aux difficultés et à la crise due à la situation mondiale. Le temps est au développement et non aux querelles politiques qui n'apportent que des conséquences néfastes selon toujours cette déclaration des sénateurs. Restons toujours au niveau du Palais de Verre d'Anouskeli. La loi des finances initiales 2023 a été validée avec amendement par les sénateurs hier soir. Les parlementaires de la Chambre haute ont apporté un amendement sur les recettes fiscales des opérateurs pétroliers et des subventions de l'État à la Jirama. Le budget de l'État doit s'équilibrer selon les sénateurs. Du fait de cet amendement, la loi des finances initiales 2023 revient au niveau de l'Assemblée nationale. Toujours dans cette actualité politique, on n'a pas besoin de déstabilisation en cette période préélectorale, selon la plateforme politique ici Kafikamban Merakam Anjradzueln ou IFI aujourd'hui, durant la rencontre des membres de cette plateforme au niveau du 4e arrondissement de la capitale au CEG de Simbazaz. Son président appelle les membres de la plateforme à respecter l'éthique et à ne pas trahir le président Anjradzueln. Reportage de Mervoula Tsveran et Braz Denilson. Selon les déclarations de la plateforme politique ici Kafikamban Merakam Anjradzueln ou IFI, menée par le sénateur Richard Amanambitan, l'heure est à l'apaisement en cette période de fête de Noël et de fin d'année. Les acteurs politiques devraient également attendre les élections et non tenter de déstabiliser le pays. Il est temps de se donner la main pour le développement selon le président de l'IFI. Ce dernier appelle les membres de l'IFI dans toute la grande île à respecter l'éthique politique et à soutenir le président de la République. Ce président de l'IFI a martelé que cette plateforme reste un soutien et promet fidélité au président Anjradzueln. Richard Amanambitan a partagé ce point de vue aux membres de l'IFI du 4e arrondissement ce matin au CEG de Simbazaz. Après le 4e arrondissement, ce sera au tour du 3e arrondissement. À l'origine du problème qui a entraîné la motion de censure du gouvernement, la gestion au niveau de l'Assemblée nationale, selon le député de Madagascar élu dans le district de Mahanour. Selon ses dires, la répartition et la coordination du budget destiné aux députés pour les districts n'a pas été claire, ce qui a provoqué une mauvaise interprétation des députés sur les intentions du gouvernement. Ce député appelle à ce qu'il y ait une enquête au sein de la chambre basse de Simbazaz et que le bureau permanent de cette institution soit suspendu jusqu'à la publication des résultats de cette enquête. C'est Sylvain nous en dit plus. Des différends qui existent depuis longtemps seraient à l'origine de cette collecte de signatures qui aboutit à une tentative de motion de censure du gouvernement, selon l'analyse du député élu dans le district de Mahanour. L'Assemblée nationale a reçu un budget de 519 millions d'ariars, selon la répartition inscrite au sein de la loi des finances de 2022. La gestion de cette somme par les responsables au sein de la Chambre basse n'a pas été claire pour les députés, selon les explications de députés élus dans ce district de Mahanour, Rakutsan Hubert, et c'est au gouvernement d'en payer le prix, ajoute-t-il. Ainsi, il appelle à ce qu'il y ait une enquête au niveau de l'Assemblée nationale de Simbazaz. Les députés ignorent la manière dont a été géré ce budget de l'Assemblée nationale, selon les explications. Ils craignent ainsi une mauvaise gestion, étant donné le non-paiement des salaires de députés. Ce député classe cette collecte de signatures et cette tentative de motion de censure comme une manœuvre de déstabilisation. Les membres de cette institution devraient penser aux intérêts de la population et au développement, selon toujours les explications. Passons à présent dans la page sociale, le développement de la capitale et l'affaire de tous, selon le ministre de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hygiène. Hier, le gouvernement, à travers justement le ministère de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hygiène, avec la région Analamang et le secteur privé, se donne la main avec la commune urbaine d'Antananarivo à travers l'opération Coup de poing pour le ramassage des déchets de la capitale pour quelques jours. Mervoula Tsveran et Secha Anjenap.
À Budunsouch, à 22h30, les tractopelles et les camions bennes sont en plein dans le ramassage des ordures qui y sont entassées. Le ministre de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hygiène, avec le maire de la capitale, suivent de près cette opération. Nous sommes actuellement dans la période où le volume des ordures est énorme du fait de la saison des fruits comme les mangues et les litchis. 600 tonnes de déchets devront être ramassés tous les jours. Ainsi, le gouvernement, à travers le ministère de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hygiène, la région Nalamanque et le secteur privé, appuie la SMA et la CUA à travers l'opération Coup de poing. Ce n'est plus le moment de pointer du doigt qui que ce soit, mais de prendre ses responsabilités, selon le ministre. Cette opération Coup de poing se poursuivra pour quelques jours, selon les explications. Les marchés et les lieux populeux ont été priorisés. Et la région Nalamangue donne également la main à la commune urbaine d'Antananarive pour le ramassage des ordures de la capitale. Le gouvernorat de la région Nalamangue se charge des axes comme Anjanmen jusqu'à Amboipou depuis hier soir. Reportage sur les images de Zahra Jensu. Le volume des déchets de la capitale augmente 2 voire 3 fois plus en cette période de l'année. Afin d'éviter l'entassement des déchets pouvant être à l'origine de la propagation de maladies, il est primordial d'en accélérer le ramassage. Si le ministère de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hygiène se charge des axes comme Issouch vers Anous, dans cette opération Coup de poing, la région Nalamangue s'active du côté d'Anjanmen jusqu'à Amboipou depuis hier. Le gouverneur de la région Nalamangue était sur les lieux pour voir le déroulement des opérations ici à Anjanmen avant de passer du côté d'Ambatrouk et ses environs hier soir. La région Nalamangue a mobilisé 6 camions bennes et 2 tractopelles pour ce ramassage d'ordures. Le tribunal de première instance en charge des infractions comme les litiges fonciers et autres bénéficiera d'un nouveau logiciel. Hier a été clôturé l'atelier sur la restitution de toutes les résolutions avec les acteurs concernés par l'utilisation de ce logiciel. Ce logiciel facilitera la recherche des dossiers, la transparence des projets selon les explications. Sa réalisation est financée par le peuple américain. Reportage de Cécile Vin et Barnienne Denilson. L'utilisation des documents au niveau de la justice connaîtra une diminution grâce à l'utilisation d'un nouveau logiciel d'ici peu, un logiciel qui sera utilisé au niveau du tribunal de première instance. La recherche de dossiers sera ainsi facilitée. Les affaires civiles, comme les litiges fonciers, sont souvent les raisons pour lesquelles bon nombre de personnes font appel à la justice. Le traitement des affaires civiles sera accéléré. Si le traitement d'un dossier pour une affaire civile dure 1 an auparavant, cela ne prendra que 6 mois à présent, selon les explications. L'un des avantages de ce nouveau logiciel, c'est la transparence et la facilitation de la lutte contre la corruption au niveau de la justice. L'introduction de ce logiciel est le fruit d'une coopération entre la justice malagasy, le PNUD et le peuple américain. Ce logiciel sera opérationnel d'ici 5 mois. Il s'agit d'un projet entrant dans le cadre des Villerun, qui est la digitalisation de l'administration publique. Dans les actualités internationales, l'eurodéputée socialiste grecque Eva Kaili, une des vice-présidentes du Parlement européen, a été interpellée hier soir à Bruxelles dans une enquête sur des soupçons de corruption impliquant le Qatar. 4 autres arrestations avaient déjà eu lieu dans la capitale belge dans la matinée de ce même dossier. France 24. Le Qatar soupçonné de corruption au Parlement européen, c'est ce que révèle une enquête de la justice belge. 5 personnes ont été arrêtées ce vendredi. C'est un dossier pour suspicion de corruption, blanchiment d'argent et organisation criminelle qui vise des faits de corruption potentielle depuis un État du Golfe Persique vers le Parlement européen. Une corruption qui aurait eu pour objet de tenter de modifier des décisions politiques ou économiques du Parlement européen. Parmi les personnes interpellées, l'eurodéputée grecque et vice-présidente du Parlement Eva Kaili, mais aussi son compagnon assistant parlementaire et un ancien eurodéputé italien. Au total, 16 perquisitions ont été opérées par la police. 600 000 € en liquide, du matériel informatique et des téléphones portables ont été saisis. Eva Kaili a depuis été écartée du Parti socialiste grec. L'élu avait rencontré le ministre qatari du Travail à Doha peu avant le début du mondial. Pays qu'elle a toujours défendu publiquement, le présentant comme chef de file en matière de droit du travail. Le pays a pourtant été accusé par des ONG de négliger les conditions de travail de ces centaines de milliers de travailleurs migrants. 6 500 étrangers seraient morts au Qatar depuis l'attribution du mondial en 2010, selon le quotidien britannique The Guardian.
Et la sportive de 32 ans emprisonnée en février en Russie a été échangée contre Victor Bout, un trafiquant d'armes qui purgeait une peine de 25 ans aux États-Unis. Elle est arrivée hier au Texas. France 24. Sur ces images de surveillance de l'aéroport de Moscou, Brittney Griner, le 17 février dernier, est contrôlée par les services de douane russes. Dans son sac, des cartouches de cigarettes électroniques qui contiennent de l'huile de cannabis, un produit thérapeutique que la médecine américaine autorise et lui prescrit pour soulager des douleurs liées à la pratique intensive du basketball. La substance, interdite en Russie, lui vaut d'être arrêté, puis finalement condamné à 9 ans de prison pour trafic de drogue. Avez-vous compris le verdict de la Cour ? Oui, votre honneur. Âgée de 32 ans, Brittney Griner est l'une des plus grandes stars de la Ligue féminine de la NBA. Un championnat qui ne dure que quelques mois dans l'année et qui permet à certaines athlètes d'aller jouer à l'étranger. En Russie, où elle était très populaire, Brittney Griner évoluait à Ekaterinbourg durant l'intersaison américaine. C'est en arrivant pour disputer la Ligue russe de basketball qu'elle est finalement arrêtée. Culminant à 2,06 m, la double championne olympique, 4 fois vainqueur de l'Euroleague, est aussi une figure de la communauté LGBT. Dès 2013, elle révèle son homosexualité et devient la première égérie gay de la célèbre marque américaine Nike. En WNBA, elle est aussi l'une des premières à élever la voix contre les violences policières subies par les personnes afro-américaines après la mort de George Floyd. Après 9 mois de détention et d'intenses négociations diplomatiques, Brittney Griner, échangée contre un célèbre marchand d'armes, retrouve donc le sol américain. Et au moment où la Chine amorce sa sortie du zéro Covid, la population aussi entre soulagement et inquiétude, craignant une flambée à venir des contaminations en cause, entre autres le faible taux de vaccination, notamment chez les personnes âgées. France 24 nous en dit plus. Pour l'instant, certaines cabines de tests PCR sont encore ouvertes comme ici à Shanghai, mais avec beaucoup moins de monde que d'habitude. Puisqu'avant, il fallait obligatoirement, quasiment chaque jour, avoir un résultat négatif pour accéder à tous les lieux publics ou pour voyager dans le pays. Mais désormais, c'est terminé, les tests sont réservés aux hôpitaux et aux écoles. Autre grande nouveauté, les cas contacts et les malades asymptomatiques ne sont plus systématiquement envoyés dans des centres d'isolement. Ils peuvent rester chez eux le temps de guérir. Alors est-ce vraiment la fin de la politique zéro Covid? Ce matin, les habitants de Shanghai hésitent entre soulagement et prudence. C'est une bonne chose. Nous, les gens ordinaires, nous avons beaucoup souffert. C'est bien que les mesures sanitaires s'arrêtent enfin. On va finir par rattraper le virus et il faut que la population soit exposée pour qu'on atteigne l'immunité collective et que la pandémie s'arrête. Mais beaucoup de gens ont encore très peur. On a un peu peur, mais quoi qu'il arrive, notre gouvernement saura résoudre tous les problèmes. Dans un premier temps, j'étais très content. On dirait qu'on revient à la vie normale. Mais maintenant, tout le monde se précipite pour acheter des médicaments, donc c'est un peu inquiétant. Depuis la levée des restrictions sanitaires, la demande de médicaments contre la fièvre et d'anti-inflammatoires explose en Chine. Avant, pour en acheter, il fallait donner une pièce d'identité qui permettait aux autorités de contacter les clients et de vérifier qu'ils ne dissimulaient pas le fait d'avoir contracté le Covid-19. Maintenant, plus de vérification, donc les Chinois font des stocks pour se préparer à une vague de contamination. Et aujourd'hui, c'est difficile de se procurer ces médicaments, que ce soit en pharmacie ou en ligne. Donc les entreprises pharmaceutiques chinoises annoncent une augmentation de la production de ces médicaments pour éviter le risque de pénurie. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Nous vous remercions de nous avoir suivis jusqu'à son terme. Très bonne continuation sur Viva. Au revoir.